Je suis désolé de devoir me présenter devant vous sans veste, c'est la première fois, mais avec une écharpe néanmoins au poignet droit, suite à une chute banale sur un obstacle au cours d'une promenade, tout bêtement, mais à l'avant-veille de Noël, c'est particulier, et j'ai pu de près aux urgences de l'hôpital de Gonesse, je salue la direction de l'hôpital qui est présente dans la salle, faire l'expérience en tant que patient cette fois-ci, et non pas en tant que président du conseil de surveillance de l'établissement, faire l'expérience, et je dirais avec satisfaction, parce que en cette période où évidemment les urgences sont chargées, comme d'ailleurs c'est souvent leur quotidien, entre les flux pédiatriques et les flux adultes, eh bien 4h30, c'est une expérience qui est une durée, on va dire, encore très moyenne. Il y a plus, mais vraiment, je vais revenir sur l'hôpital dans un instant forcément. C'est comme ça que je dois quand même commencer, parce que certains peuvent se dire, mais pourquoi il n'a pas sa veste et pourquoi il a le poignet dans le plâtre? C'est pas grave, et dans quelques jours, il ne se verra plus, ce plâtre. En même temps, ça me permet d'avoir des arguments, parce que la résine, c'est assez fort. Monsieur le préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président de la communauté d'agglomération de Pays de France, monsieur le maire d'Arnouville, mesdames et messieurs les maires nombreux et certains donc vice-présidents, conseillers communautaires de notre agglomération, je vous remercie, mesdames et messieurs les élus, très vivement, très chaleureusement pour votre présence. Mesdames et messieurs les membres des corps constitués, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs les représentants de l'éducation nationale et de la santé, mesdames et messieurs les présidentes et présidents responsables et bénévoles du monde associatif, madame la présidente du CLVA, notre conseil local de la vie associative, mesdames et messieurs les membres de toutes nos instances participatives, mesdames et messieurs les Gonessiennes et Gonessiens. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir, au nom du conseil municipal, de la municipalité, en mon nom propre, nos vœux de bonne année et de bonne santé pour cette nouvelle année 2024 qui débute. Je souhaite commencer en ayant une pensée pour notre ancien collègue Mohamed Ouerfeli, conseiller municipal délégué, décédé d'un accident de la route en Tunisie en septembre 2023. Un hommage solennel, public, lui a été rendu le 6 octobre dernier. 2 autres anciens élus nous ont quittés en 2023 également. Alain Thauvin, ancien maire adjoint et ancien médiateur des Gonessiens, et Henriette Le Gall, ancienne conseillère municipale. Un hommage solennel a été rendu pour chacun d'entre eux. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir pour sa première cérémonie des vœux un nouvel élu, Jean-Pierre Carataille, qui a rejoint officiellement le conseil municipal lors de la séance du 6 novembre dernier. Et vous pouvez découvrir autour de moi nos fils conducteurs en 2024, qui seront le 80e anniversaire de la libération de la France, et donc de Gonesse, et la célébration des Jeux olympiques 2024 qui se dérouleront en France cet été. Sport et histoire, passé et présent, avec comme trait d'union la jeunesse au cœur de nos projets ici à Gonesse. 2 citations, celle de l'éminent historien médiéviste Marc Bloch, ancien combattant de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, membre de la Résistance. Il est arrêté, torturé et exécuté par la Gestapo le 16 juin 1944, 2 jours avant le débarquement en Normandie, en compagnie d'autres détenus, dont un jeune de 17 ans.
La France d'un nouveau printemps devra être la chose des jeunes. C'est cette phrase extraite de L'étrange défaite, ouvrage qu'il a rédigé à l'été 1940 et publié pour la première fois en 1946 par les soins du mouvement franc-tireur. C'est un message d'espoir, d'engagement, de la part d'un homme qui donna sa vie pour que ce printemps de la liberté, de l'égalité et de la fraternité puisse renaître. Les photos d'archives derrière moi sont celles des Gonétiens à la fin de la guerre, comme Raymond Leroux, engagé dans la 2e division blindée du général Leclerc. Il vient de participer à la libération de Paris. C'est la photo de lui sur le char. Et il a tout juste eu le temps d'embrasser les siens à Gonesse avant de poursuivre le combat qu'il a mené jusqu'au Berghof, le nid d'aigle d'Hitler, en mai 1945. Et la deuxième citation, « Plus vite, plus haut, plus fort et ensemble », complète la devise originelle créée par Henri Didon et proposée par le baron Pierre de Coubertin à la création du Comité international olympique en 1894 à la Sorbonne. Le mot « ensemble » est ajouté en 2021 pour symboliser l'importance de la solidarité et de l'engagement. Ce sont donc toutes ces valeurs humaines que nous allons nous attacher à mettre en lumière pendant cette année. Des valeurs qui sont mises à l'honneur, en dehors de nos frontières également, avec les échanges fréquents avec notre ville jumelle, Leonessa. Nous sommes jumelés depuis 1981. Encore une fois, se rejoignent le passé et le présent, l'histoire comme lien commun. Et depuis plus de 40 ans, cette culture de l'échange, de la découverte de nos patrimoines pluriels et communs symbolise la force du lien entre nos villes. En 2023, plusieurs échanges ont eu lieu en présence de l'adjoint au maire délégué au jumelage, Patrice Richard. Nos jeunes de Gonesse sont allés en Italie cet été. Je m'y suis rendu début septembre en délégation. Nous avons ensuite reçu une délégation italienne, puis nous les avons accueillis au Salon de la gastronomie en novembre. Mon homologue, Gianluca Ginzi, aurait souhaité, le maire, être parmi nous ce soir. Malheureusement, il est empêché pour des raisons personnelles, mais je suis, et nous sommes, heureux de recevoir à nos côtés Antonio Zelli et Federico Pasqualucci, adjoints au maire de Leonessa, à qui je vais avoir le plaisir immédiatement de donner la parole pour qu'ils saluent Gonesse à mes côtés. Excusez mon français, mais lui, là, n'a plus envie de travailler. C'est la professeure d'italien. Bonjour à toutes et tous et très bonne année. Nous vous portons les vœux du maire Gianluca Ginzi, qui est très désolé, mais il n'est pas pu venir. Nous remercions le maire Blasi et tous les Gonétiens pour l'invitation à cette soirée. Notre présence ici souligne l'importance que le jumelage a dans notre activité institutionnelle dans nos villes respectives. Nous sommes arrivés à 43e anniversaire d'une amitié infatigable, ou on pourrait dire aussi des formidables mariages. Et comme tous les mariages, nous gardons la flamme toujours allumée. Après avoir parlé du passé, je vous parle maintenant du présent à Leonessa. En effet, un projet très important nous tient à cœur et M. Blasi a participé à l'inauguration en septembre dernier.
Il s'agit du parcours de San Giuseppe. Cette idée est née en 2011 suite au master d'une jeune fille de Leonessa, Elena Coppari. Et grâce à la synergie de toutes les structures sociales et institutionnelles présentes sur les territoires de la ville et à l'engagement de toute la technicienne spécialisée dans les secteurs de renommée internationale, ce projet a pris sa forme définitive. Ce chemin est un circuit fermé d'environ 200 km. Il traverse des communes toutes gravement touchées par les tremblements de terre de 2016 et toutes favorables à cette réalisation. Étant donné l'importance de la mise à voir de ces projets pour la commune de Leonessa, nous nous plaisons à penser que notre ville sera présente à nos côtés dans cette réalisation comme elle nous l'a démontré plusieurs fois par le passé. Merci à tous et n'oublions pas, Federico, vive Gonesse, vive Leonessa et vive les jumelages. Merci. Bon, franchement, j'aimerais bien parler italien, comme il a parlé français. Merci pour ce message, pour ce discours de notre langue, pour votre présence aujourd'hui à nos côtés, une fois de plus. Et évidemment, soyez-en sûrs, la ville de Gonesse soutiendra, comme promis, la réalisation de ce projet de travaux du chemin de San Giuseppe, qui est un saint local, c'est le San Giuseppe de Leonessa, à l'époque de la contre-réforme, donc on est au XVIIe siècle. Nous allons maintenant revenir ensemble sur les moments forts de l'année 2023, avec la projection d'une vidéo qui retrace nos plus beaux moments en 2023 à Gonesse. Gonesse, ville de culture, d'histoire et de patrimoine. Gonesse, ville jeune. Gonesse, terre de jeu. Gonesse, ville vivante et d'avenir. Cette cérémonie des vœux pour l'année 2024 est l'occasion de retracer en images ce que nous avons fait ensemble en 2023.
Je remercie les élus, les services qui ont permis la réussite de ces événements heureux de l'année écoulée en faisant vivre de beaux instants à nos habitants de tous âges et en particulier Rachid Twin, délégué au commerce, aux cérémonies et à l'animation. Et je remercie évidemment aussi les services qui ont travaillé à la préparation de cette cérémonie, en particulier mon cabinet, le service de la communication et de l'événementiel, tous les techniciens, les agents et les policiers municipaux sur le pont ce soir. Le président de la République a annoncé dans ses vœux que 2024 sera un millésime français parce que la France commémorera le 80e anniversaire de notre libération, accueillera les Jeux olympiques et paralympiques et parce que l'on aura achevé la restauration de Notre-Dame de Paris. Je ne sais pas si 2024 sera le millésime que nous a promis le président de la République. C'est l'évidence s'agissant des Jeux olympiques. Je peux être aussi en accord avec Emmanuel Macron quand il s'exprime ainsi sur le 80e anniversaire de la libération de la France. 80 ans après 1944, nous serons fiers de notre passé, de nos héros au destin mêlé, soldats des armées alliées, mais aussi français de naissance ou de préférence, Français et étrangers de la résistance, tous en lutte pour que soit libérée une France fidèle à l'esprit des Lumières et à l'esprit de notre Révolution. Fin de citation. Nous allons commémorer, ici comme ailleurs, l'événement comme nous l'avons fait il y a 20 ans en présence de témoins alors encore vivants, tels Raymond Leroux que j'ai cité. Mais nous débattrons aussi de ce qui a été l'histoire de la fin de l'enfer de la guerre pendant lequel l'Europe et la France étaient plongées depuis 1914. Nous discuterons aussi, c'est important, sur l'histoire des 80 années qui nous séparent de la libération. Il faut en effet se rappeler le passé de ces 80 dernières années pour comprendre le présent. Le passé a beau ne pas commander le présent tout entier, sans lui, le présent demeure inintelligible, écrivait Marc Bloch en 1940 dans L'étrange défaite. L'héritage de la résistance, fidèle à l'esprit des Lumières et à celui de la Révolution, s'est alors traduit par 30 années de progrès économique, social et humain en France et dans l'Europe du marché commun, dans un système économique régulé par le politique, du fait du principe de l'unanimité et par les restrictions à la circulation du capital et du travail. Nos grands services publics, en particulier celui de l'éducation, notre système de protection sociale et de santé publique avec la sécurité sociale qui se sont développés, ont favorisé une plus grande égalité des chances et un véritable progrès humain. Certes, il y a eu aussi les moments sombres et douloureux des décolonisations. Puis, le premier tournant libéral dans le monde et en France, marqué par les crises des années 70, aboutit en France en 1981 au choix d'une rupture qui entend, pendant un temps court, renouer avec les idéaux de 1944. Et en 1986, l'acte unique, dont la négociation est due en grande partie à Jacques Delors, récemment disparu, fait basculer l'Union européenne dans le néolibéralisme en abandonnant le marché commun pour le marché unique. Il est alors interdit aux États de contrôler et de limiter la circulation des capitaux entre pays. C'est l'organisation de la mondialisation financière qui renforce les paradis fiscaux. Le marché unique européen s'accompagne de la libéralisation à marche forcée de nos services publics à partir des années 90, du dumping social et de la libre circulation du travail entre les pays de l'Union européenne. Près de 40 ans plus tard, aujourd'hui, voilà ce qui explique les raisons de la colère des Français. Voilà ce qui explique la désindustrialisation de notre pays, le déclassement social subi, l'emploi précaire et la dévalorisation du travail. Voilà aussi ce qui explique largement
les désordres du monde et les malheurs de la partie de l'humanité contrainte à l'exil de la misère. En 2010, Stéphane Hessel, l'ancien déporté, résistant et diplomate, invitait déjà à nous indigner en nous rappelant les idées défendues dans le programme du Conseil national de la résistance. En 2012, la renégociation d'abord promise, ensuite abandonnée du traité de Lisbonne, rejeté par les Français en 2005, pourtant validé en 2008, a été l'occasion manquée de corriger une trajectoire néfaste. Ceux qui prétendent vouloir retrouver de la souveraineté industrielle nécessaire, de la souveraineté alimentaire nécessaire, de la souveraineté sanitaire nécessaire après la pandémie, sont ceux qui ne veulent surtout pas reconnaître d'abord et remettre en question ensuite des choix dont les effets dévastateurs pour nos économies et nos sociétés sont aujourd'hui une évidence. En 2024, à 6 mois des prochaines élections européennes, le nationalisme est un risque partout en Europe. Les idéaux européens ont été abandonnés, les peuples européens ont perdu confiance, devenus ignorants de leur histoire récente. Faisons donc en sorte que la commémoration du 80e anniversaire de la Libération soit aussi l'occasion de combattre cette ignorance fatale. Et rappelons-nous ce que disait un grand républicain, il y a déjà bien longtemps, un peu plus de 150 ans, un grand républicain français, alors que tout était à construire. Léon Gambetta, dans son discours de Bordeaux le 26 juin 1871, je cite, « Il faut faire disparaître le mal, cause de tous les maux, l'ignorance, d'où sortent alternativement le despotisme et la démagogie. » Cependant, en ce début d'année 2024, nous nous inquiétons, me semble-t-il, d'abord des perspectives sombres qui sont devant nous. Et je ne croise pas l'un d'entre vous qui ne me dise « le pays va mal, la société va mal, je m'angoisse pour l'avenir ». La situation géopolitique avec la guerre en Ukraine depuis près de 2 ans et le nouveau conflit entre Israël et le Hamas depuis déjà 3 mois, les conséquences tragiques pour les populations victimes des bombardements qui s'intensifient ou encore pour celles toujours retenues en otage, l'impuissance des États-Unis et de l'Europe à agir efficacement pour la recherche des réponses politiques indispensables, les conséquences ici, chez nous, en France, non seulement économiques et sociales avec l'inflation, sur notre cohésion nationale aussi, et surtout faisant ressurgir l'antisémitisme et les violences meurtrières inacceptables dans une république laïque où il est intolérable que l'on assassine des enseignants. Le président de la République, dans son discours des vœux aux Français, prétend agir depuis 7 ans pour le réarmement, c'est son expression, du pays. Le mot est répété à de nombreuses reprises, tout en assumant ces réformes qu'il dit lui-même impopulaires, comme celle des retraites, mais qu'il dit aussi nécessaires au pays. Sur notre territoire de banlieue, et en dépit de tous nos engagements et de nos efforts, de ceux de nos fonctionnaires territoriaux, de ceux de l'État, nous constatons la dégradation de nos services publics et nous ne voyons pas l'investissement pour réarmer nos services publics, pour reprendre l'expression présidentielle. À l'hôpital public, les promesses du début 2023 d'Emmanuel Macron n'ont pas encore été tenues, en particulier celle de l'indispensable réforme de la tarification à l'activité. La situation financière de notre centre hospitalier demeure dégradée, avec une trésorerie nette négative et un développement de l'activité freiné, soit par les contraintes dues à l'insuffisance de personnel, en maternité par exemple, du fait du manque persistant de sages-femmes, soit par l'absence de financement des projets nécessaires, insuffisamment soutenus par le ministère de la Santé et l'Agence régionale de santé. Il faudra encore, par exemple, attendre 2 ans pour l'ouverture d'une unité de soins palliatifs, alors que depuis la fermeture de l'hôpital Adélaïde-Oval de Villers-le-Bel, n'est-ce pas, monsieur le maire de Villers-le-Bel, mon cher Jean-Louis Marsac, l'est du département manque d'une offre de soins publics
pour les patients hospitalisés et pour les besoins des établissements médico-sociaux et de la population. De même, l'ARS nous refuse fermement la création d'une unité de dialyse afin de ne pas concurrencer les intérêts de l'hôpital privé, alors que les besoins sont avérés. Nous déposerons cependant notre dossier très prochainement. Et enfin, je veux alerter sur l'état catastrophique de la psychiatrie à Gonesse, comme dans tous les établissements de santé en Île-de-France, et des risques de fermeture possibles en raison de l'insuffisance des effectifs médicaux et paramédicaux. La continuité sur ce point et la sécurité des prises en charge est en cause. Chacun le sait, vous le savez, monsieur le préfet, ce service, plus que d'autres, fonctionne essentiellement avec des médecins étrangers, toujours en attente d'être sécurisés sur leur parcours professionnel. Dans l'immédiat, les risques de réduction au minimum en psychiatrie, aujourd'hui, de l'activité sont réels. Avec mes collègues Pascal Rakotozé-Farison, que je vous prie d'excuser ce soir pour des raisons personnelles, elle ne peut être présente, et Evina Selaya, nous poursuivrons en 2024 notre action pour favoriser l'installation de nouveaux praticiens médicaux et paramédicaux et pour renforcer les actions de prévention de la santé. Après l'ouverture, en juillet dernier, de rue Berthelot, d'une maison médicale de garde de soirée, de nuit et week-end, un centre de soins non programmés s'adressant aux patients de Gonesse et des communes environnantes, et je le dis pour les maires proches de Gonesse, que je vois et que je salue évidemment, maire du Plessis-Gassot, le maire de Bouqueval, les autres qui sont là, pas jusqu'à Saint-Vitz quand même, parce que c'est découpé. Vos habitants peuvent bénéficier de ces dispositifs et ce dernier dispositif est ouvert depuis quelques jours, 40 rue de Paris, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Je suis très précis, mais c'est nouveau donc, et c'est très important. L'école de la République se dégrade également dans notre département, à Gonesse, mais pas uniquement à Gonesse, en dépit des déclarations ministérielles et présidentielles. Plusieurs écoles maternelles et élémentaires subissent toujours un manque persistant d'enseignants, conduisant à un sureffectif chronique des classes et à une discontinuité éducative fortement préjudiciable au droit de nos enfants à une éducation de qualité, comme pour tous les élèves du territoire national. Cette situation scandaleuse, qui s'apparente de plus en plus à une carence manifeste de l'État, inconnue jusqu'à maintenant, révèle l'incapacité du gouvernement à pouvoir recruter par la voie des concours. Comment dès lors parler de détermination, comme le fait le président, et je cite le discours des vœux aux Français, à agir pour l'école, l'enfance et l'éducation afin de rétablir le niveau de nos élèves, l'autorité de nos professeurs, c'est nécessaire, la force de notre enseignement laïque et républicain, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit là, sans reconnaître d'abord la réalité d'une véritable défaillance de l'État, alors que l'un et l'autre, le président et le ministre, avaient pris publiquement, rappelez-vous, l'engagement à l'été 2023, juste avant la rentrée scolaire, de mettre dès la rentrée de septembre un professeur dans chaque classe. Le ministre Gabriel Attal a préféré détourner l'attention sur des sujets, celui des signes religieux à l'école, certes d'importance, ce n'est pas moi qui dirais le contraire, celui de l'uniforme, tout à fait secondaire, plutôt que de s'attacher à répondre à l'essentiel. Et le conseil municipal du 18 décembre dernier a voté à l'unanimité une motion exprimant son indignation et sa colère, qui sont celles aussi des familles que nous soutenons, que nous l'avons déjà fait ensemble, le 29 septembre dernier, en conduisant avec ma première adjointe, Malika Comon, déléguée à l'éducation, une délégation d'élus et de parents à l'inspection académique. Nous sommes disposés à participer à une action collective et renforcée dans les prochaines semaines. Quand je dis collective, c'est-à-dire élargie sur le plan de nos territoires, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se mobiliser, pour que, s'il le faut au ministère, et je pense qu'il le faudra sans aucun doute. Je ne sais pas s'il y aura un changement de ministre, mais on en parle pendant que nous sommes ici. Nous verrons. Mais le problème, lui, il est bien là. Quelle dégradation du service public de la nation lorsque l'État en vient, sans réellement y parvenir, qui plus est,
à recruter des enseignants à Pôle emploi. La promesse de la République ne peut plus être tenue dès lors que le droit commun, la présence d'un enseignant devant chaque élève, ne peut plus être assurée. Les inégalités scolaires, l'échec scolaire ne peuvent que se renforcer sur des territoires comme les nôtres, déjà en difficulté. L'heureuse initiative de l'inspecteur d'académie, que je partage, d'initier la préfiguration de la cité scolaire internationale promise en favorisant un meilleur apprentissage des langues à l'école élémentaire et dans les collèges de Gonesse et d'Arnouville, monsieur le maire, se heurte, qui a commencé, et ça c'est positif, se heurte aux réalités de la gestion des personnels enseignants, dont il n'est pas, lui, directement responsable, il fait avec les moyens qu'il a, mais aussi l'insuffisance des personnels accompagnants d'élèves en situation de handicap, les AESH, nécessaires pour donner de la réalité au discours officiel sur l'inclusion scolaire. Et que l'on ne me fasse pas croire que le dispositif de la cité éducative qui nous est promis, nous verrons, pourra pallier à la carence du manque d'enseignants. En dépit de cette réalité que nous déplorons, nous poursuivrons l'action communale de soutien scolaire dans les écoles élémentaires et d'accompagnement des collèges à travers le dispositif ACT au bénéfice des élèves en difficulté ou exclus. Le service public communal, à qui on demande toujours plus, service de premier recours et de plus en plus de recours permanents, surtout, connaît lui aussi ses difficultés, et les maires qui sont là ne vont pas me démentir, alors que l'on assiste à la banalisation des épisodes de violence contre les maires et les élus, ce qui est totalement intolérable. Car aujourd'hui, c'est le seul qui répond aux usagers citoyens quand les services publics de l'État, y compris parfois celui de la sécurité, ne répondent insuffisamment ou mal. Je ne dis pas qu'ils ne répondent pas. Et on a pu le voir, on a parfois, et vous savez, monsieur le préfet, l'occasion de faire tenir quelques propos là-dessus avec vous, sur les événements, les violences que nous avons regrettées au début de l'été dernier. Enfin, depuis 40 ans, la France a été décentralisée. L'État a transféré des compétences aux communes, départements, régions, et a favorisé l'intercommunalité. Les réformes fiscales successives, la dernière étant la suppression de la taxe d'habitation, et les injonctions contradictoires de plus en plus parfois autoritaires, ne cessent de réduire l'autonomie des collectivités locales, d'affaiblir leurs ressources et leurs moyens d'action. La fiscalité est de moins en moins locale et la dépendance de plus en plus nationale. Il ne suffit pas de proclamer à la dernière réception des maires de France que la France fonctionne grâce au couple maire-préfet, et c'est vrai que c'est un couple quand même qui est un pivot. On peut saluer évidemment aussi l'engagement des préfets, et je salue, et ce n'est pas un mot de circonstance, monsieur le préfet, le vôtre, particulièrement ici dans notre département et sur notre territoire. Mais le pivot, un pivot, ça peut fonctionner que si des deux côtés, du maire et du préfet, il y a les moyens de le faire fonctionner. Pour le préfet, les fonctionnaires de l'État, pour le maire, évidemment, il a ses fonctionnaires, mais il doit avoir ses ressources aussi pour faire fonctionner et faire en sorte que les missions de nos fonctionnaires territoriaux puissent être menées à bien. Les nouvelles menaces de clarification des compétences et de refonte de la dotation globale de fonctionnement inquiètent alors même que nous sommes confrontés à la rudesse de la préparation budgétaire 2024. Inflation et taux d'intérêt toujours élevés, croissance faible, recul des concours financiers de l'État, revalorisation des bases fiscales de près de 4%, voilà pour le contexte national, situation financière saine et satisfaisante de la commune, la nôtre, constatée par la Chambre régionale des comptes, mais très forte chute d'une importante dotation de l'État de 770 000 € en 2023, monsieur le préfet, qui va se perpétuer évidemment les années suivantes, puisque c'est une dotation de recettes de fonctionnement, perte continue donc de recettes, perte continue aussi de recettes de taxes foncières, effet de poison blanc, je ne voudrais pas être trop technique, mais quand même, du fameux coefficient correcteur fiscal inventé par l'État et qui s'appelle le COCO.
il y a des poètes aussi dans les ministères, hein, mais coefficient correcteur fiscal, dit COCO, qui réduit année après année le pouvoir d'achat de la commune. Voilà le contexte local. Et depuis de nombreuses semaines, avec Claude Thiby, mon adjoint délégué aux finances, au budget et à la commande publique, nous travaillons à la délicate préparation du budget 2024. Et je pense que les maires qui sont là connaissent le même sujet, le même contexte, les mêmes réalités. Inévitablement, il nous faudra réduire les dépenses de fonctionnement, sachant que nous ne voulons pas remettre en cause l'essentiel. 2 exemples, qui ne concernent pas les dépenses obligatoires des communes, mais qui correspondent à des services à la population très utiles, qui touchent l'enfance. Je prends ces 2 exemples, pour en prendre d'autres, évidemment. Nous avons, à la différence d'autres communes, une ATSEM par classe élémentaire, et nous avons 60 classes élémentaires. Jusqu'à quand cela restera-t-il possible ? Nous avons un service de restauration scolaire et un service de l'enfance avec les accueils pré- et post-scolaires qui exigent d'importantes ressources humaines et qui bénéficient en même temps d'une tarification avantageuse pour les familles. Jusqu'à quand cela restera-t-il possible ? Comme mes collègues Gilles Gourdon, délégué à la restauration scolaire, et Elisabeth Maillard, déléguée à la petite enfance et à l'enfance, je dois aussi excuser pour des raisons personnelles ce soir, l'équipe municipale n'a pas vocation à réduire cette offre du service public local. Nous entendons également tenir nos engagements en matière d'investissement, mais il faudra réduire en partie la part des investissements courants et consentir à une augmentation raisonnée et raisonnable de l'emprunt pour financer la poursuite de la programmation de nos réalisations. Le tout en travaillant sur l'hypothèse de la non-augmentation du taux de l'impôt foncier bâti qui connaîtra en 2024 pour tous les contribuables de France une nouvelle augmentation de près de 4%, décidée par le gouvernement et votée au Parlement grâce au 49.3. Face à ce qui est plutôt un véritable désarmement de l'État, finalement, de la France, les Français ont manifesté contre la loi de régression sociale sur les retraites et la loi a été votée dans les conditions que l'on sait. Aujourd'hui, une majorité de plus en plus large de nos concitoyens se prépare, et là est le sujet, à voter pour le Rassemblement national en juin prochain. Le vote de la dernière loi sur l'immigration ne fait que renforcer l'extrême droite qui s'en est félicitée. Nous verrons à la fin de ce mois si le Conseil constitutionnel, dans sa sagesse, saisi par l'exécutif et par les partis de gauche, invalidera ou pas, au minimum, les dispositions anticonstitutionnelles contraires aux fondements de la sécurité sociale. Le débat public sur l'immigration, comme celui sur la sécurité, est nécessaire. Il est nécessaire, mais il est souvent faussé et hypocrite. Il faut en même temps s'assurer sur l'immigration, du contrôle de l'immigration en France et au niveau européen, oui, et s'assurer de la bonne intégration des étrangers accueillis. D'un côté, le contrôle de l'immigration régulière et de l'emploi d'étrangers sans titre est d'une efficacité incertaine, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui vient de l'écrire dans un rapport publié la semaine dernière, en partie en raison des moyens humains insuffisamment mobilisés et mal répartis. Et du côté intégration, l'État, là aussi, est en carence sur l'intégration dans l'apprentissage nécessaire des valeurs de la République et de la laïcité, même s'il y a des choses qui sont faites, objet de discours, d'actions ponctuelles, discontinues, qui ne mobilisent pas les moyens indispensables. Et sur l'hébergement d'urgence, compétence exclusive de l'État, la situation ici n'est plus acceptable. Nos territoires de banlieue subissent des réalités doublement injustes pour les personnes étrangères concernées et pour la population locale, à l'école d'abord, surchargeant les classes et entraînant des dépenses supplémentaires pour les communes. Mais je conserve l'espoir. Ah, mais monsieur le préfet, évidemment, nous. C'est l'espoir du pivot. Mais 2024, en dépit de toutes ces contraintes et ces réalités, et j'ai voulu le dire franchement, comme à l'habitude, m'exprimer et en même temps faire réfléchir, sera un nouveau moment pour faire progresser Gonesse au service des habitants, comme tous les maires ici veulent le faire pour leur commune. Vous l'avez compris,
l'année 2024 sera combative sur plusieurs sujets essentiels et active pour poursuivre l'action et les réalisations pour notre ville et ses habitants. Alors, combative d'abord. Quels sont les sujets? Nous nous opposons fermement à la fermeture immédiate de l'EHPAD Le Parc Fleuri à la Fauconnière, décidée avec l'autorisation des 2 tutelles, malgré notre avis. Lorsque le propriétaire de l'immeuble, le bailleur CDC Habitat et le gestionnaire Arpavie nous ont fait connaître leur souhait non de réhabiliter la résidence, mais d'en construire une nouvelle, nous avons accepté, avec Sandrine de Almeida, mon adjointe, d'en examiner la possibilité en posant 2 conditions de base. Le déménagement des résidents ne devra se faire qu'après la mise en service du nouvel établissement. Et le propriétaire prendra à sa charge la démolition qui devra suivre immédiatement, nous permettant ainsi de réaménager le cœur du square des Sports avec un espace vert en complément de ce que nous avions déjà prévu de faire avec Ramata Diop, adjointe au quartier, avec la démolition le moment venu de notre ancien site de restauration scolaire situé à proximité et d'améliorer de façon sensible le cadre de vie des habitants dans ce quartier de la Fauconnière, accompagnant ainsi les réalisations des équipements sportifs dans ce même endroit qui sont en cours de chantier. Or, dans notre dos, Arpavie et CDC Habitat ont décidé, dans une logique essentiellement financière, la fermeture prématurée en la justifiant par les risques qui seraient encourus par les résidents, alors même que la commission de sécurité, je dis bien alors même que la commission de sécurité, en novembre dernier, a rendu un rapport positif au maire. Arpavie organise à marche forcée aujourd'hui des déplacements non véritablement consentis qui nous sont confirmés par plusieurs témoignages. Le sujet a donc été rendu public. Nous sommes intervenus à nouveau auprès du conseil départemental et de l'ARS pour les inviter sur place. L'invitation est donc faite à venir constater les réalités de la situation. Construisons la nouvelle résidence, le nouvel EHPAD, et ensuite déménageons les personnes, mais pas de fermeture prématurée. Nous avons lancé une pétition publique pour obtenir satisfaction. Vous pouvez la signer ce soir ou la faire signer autour de vous. Comme pour le handicap, déjà évoqué à l'école, on ne peut pas faire du vieillissement un sujet de discours politique en oubliant qu'il s'agit avant tout d'un sujet social majeur qui nécessite, pour l'action publique, en même temps qu'une approche réellement humaine dans la conduite des projets et des actions, les moyens de l'action. L'urgence climatique suppose une action déterminée. Évidemment, l'action est conduite à l'échelle communale et communautaire. Nous avons engagé un plan de sobriété énergétique local et nous allons mettre en œuvre notre plan vélo. Certes, au niveau mondial, ce n'est pas l'affaire seulement de la France et les résultats concrets de la COP28 ont été mitigés, voire décevants. Il faut que notre pays s'engage de façon déterminée et sur tous les fronts. Et il ne suffit pas de faire le plus facile, la fin du charbon d'ici 2027. Il ne suffit pas non plus de planter des arbres pour compenser nos émissions de CO2. Il faut le faire, mais ce n'est pas suffisant. Certes, je ne méconnais pas les projets énergétiques de France 2030 et les premiers résultats sur la décarbonation de notre industrie. Mais l'hydrogène bas carbone du modèle français n'aura pas avant très longtemps d'application réelle pour la partie de l'industrie aéronautique qui concerne les grandes compagnies aériennes comme Air France. Un rapport récent de l'ADEME, une agence de l'État, indique clairement que pour atteindre les objectifs fixés, les mesures de maîtrise de la croissance du trafic aérien sont nécessaires. Ces mesures, c'est par exemple le déplafonnement ou la réduction qui doivent être décidées rapidement et maintenant. Ancien parlementaire et rapporteur de la loi qui a créé la CNUSA, engagé depuis longtemps sur la question, je veux saluer le dépôt récent à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi ambitieuse à l'initiative de Naïma Mounchou, députée du Val d'Oise et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Vous voyez que là, je suis plutôt œcuménique. D'autres initiatives ont été prises, d'autres suivront de la part de parlementaires de diverses tendances, n'est-ce pas, monsieur le député ? Et il faut qu'il y ait convergence. Il faut qu'il y ait convergence pour qu'il y ait action. Action et action publique. D'autres initiatives donc
seront les bienvenus. L'étude engagée sous votre autorité, Monsieur le Préfet, dite d'approche équilibrée en application d'une directive européenne, si tant est qu'elle puisse aboutir, j'espère, à quelques progrès, en particulier sur les vols de nuit, ce qui n'est pas en tout cas l'orientation actuelle du gouvernement, ne pourra être la réponse suffisante. Mais il faut la conduire et la réussir. Ce qui est bon pour l'air est bon pour le bruit. Nous avons déjà initié un recours devant la justice administrative sur le plan de prévention du bruit dans l'environnement, le PPBE de Roissy, et plusieurs collectivités nous ont rejoints. Nos territoires perdent de l'attractivité résidentielle. C'est un sujet de réflexion. Et l'aggravation des nuisances ressenties par une partie de leurs habitants est une des raisons de l'augmentation du solde migratoire négatif, conduisant certaines communes comme la nôtre à enregistrer une diminution de leur population. À Gonesse, nous sommes passés sur la barre des 26 000 habitants. Il y a lieu de s'interroger, il y a lieu même de s'en inquiéter. En 2024, il nous faut accélérer notre engagement. Avec de nombreux élus en Île-de-France, je l'espère, plus nombreux encore avec ceux de notre agglomération, Monsieur le Président, nous serons en mesure d'annoncer prochainement une initiative de mobilisation citoyenne à l'échelle régionale, mais je n'en dirai pas plus ce soir. Si le combat pour l'aménagement du triangle de Gonesse est déjà un long combat, j'ai eu l'occasion, le 29 novembre dernier, ici devant 200 participants, avec les adjoints Christian Corot, Malika Comon et Jean-Baptiste Barfetti, de faire le point, 4 ans après la décision présidentielle de l'abandon du projet Europa City, laissant pendant 2 ans notre territoire dans l'incertitude et l'inaction. Il est particulièrement inacceptable, 4 ans après, de devoir encore lire dans la communication présidentielle sur les conclusions de la planification écologique en date du 23 septembre dernier que l'abandon d'Europa City fait partie d'un bilan positif au même titre que celui de la Montagne Noire en Guyane. Bilan alibi au demeurant faible. Valérie Pécresse, présidente de la région, et Marie-Christine Cavecchi viennent de proposer la création d'une ligne supplémentaire à l'ensemble du projet du Grand Paris Express, dite ligne 19, entre Nanterre, La Défense et Gonesse, avec connexion à la station de Gonesse desservant les villes du sud du département, dont Garges-Sarcelles. Le président de l'agglomération, Pascal Dole, et moi-même avons récemment apporté notre soutien à cette initiative. Et je sais que c'est partagé par l'ensemble de l'agglomération. Le point positif sur le triangle, c'est l'avancement dans les temps prévus des travaux de la ligne 17 du métro et de la construction de la gare dont le nom définitivement retenu par la région est Gonesse. Choix que je qualifie d'heureux et choix que je qualifie de pertinent. Le métro et sa gare de Gonesse sont bien la condition première pour tout nouveau projet d'aménagement d'un secteur réduit aujourd'hui à 110 hectares au lieu des 280 hectares prévus et toujours juridiquement existant de la ZAC d'État du triangle de Gonesse. Il est grand temps que l'on arrête de tous côtés de jouer avec le triangle de Gonesse au gré des aléas politiques et administratifs et au détriment surtout de notre territoire, plus précisément évidemment celui de Gonesse, mais de notre territoire de l'agglomération, Roissy Pays de France. Si de tout temps, et dès le Moyen-Âge, Gonesse et le Pays de France ont garanti l'approvisionnement frumentaire de la capitale, si plus près de nous, le bourg, devenu banlieue, est placé avec beaucoup d'autres communes au service de Paris, particulièrement marqué évidemment par la présence de 2 aéroports, nous n'avons pas, disons-le clairement, la vocation d'être un territoire de servitude aujourd'hui au XXIe siècle. Le plan Val d'Oise, présenté à Gonesse par Jean Castex, alors Premier ministre, le 7 mai 2021, il y a bientôt 3 ans, proposait pour le triangle une réponse qu'il a fallu accepter. Aujourd'hui, hormis le projet de cité scolaire qui avance, Monsieur le Préfet, vous allez être le garant et vous y travaillez, il est évident que nous attendons toujours, par contre, les décisions de l'État sur l'installation ici d'une administration centrale.
Nous attendons toujours un début de diffusion concrète du projet Agoralim de la Sémaris, pas uniquement Gonesse, c'est l'ensemble de l'agglomération, et nous attendons toujours un projet d'aménagement d'activité économique de la part de l'aménageur. Nous avons demandé qu'une étude de faisabilité de création de réseaux de chaleur utilisant la ressource géothermale soit réalisée, mais c'est une initiative prise par notre syndicat intercommunal que préside le maire de Villiers-le-Bel qui permet d'avancer pour l'instant sur ce sujet majeur. Souhaitons que le relais soit pris. Il est franchement paradoxal, au moment où il faut accélérer sur la mise en œuvre des projets France 2030, ce qui est le souhait, je l'ai entendu, du président de la République, de constater que sur ce point essentiel, aucune initiative, aucun travail n'a encore été entrepris, car après tout, retrouver de la souveraineté industrielle, retrouver de la souveraineté sanitaire, retrouver de la souveraineté alimentaire, cela peut et cela doit passer par le triangle ici à Gonesse, dans le cadre de France 2030. Et je précise que la ville, si elle est bien dans une agglomération et si la ZAC est bien une ZAC de l'État, elle n'entend pas laisser aux autres le soin de dire et de définir ce qui est bon pour elle sans sa participation à la conception et à la réalisation de cet aménagement, ce qui n'était pas jusque-là la façon de procéder avec le PA Plaine de France, où nous disposions de façon partenariale d'un outil de gouvernance créateur, dynamique et participatif. Nous disposons aujourd'hui d'un plan guide pour l'aménagement des 110 hectares, non encore approuvé, qui n'est cependant pas pour autant guidé par les principes et les orientations de développement économique nécessaires, non encore définis et qui ne pourront pas se réduire à n'être qu'un projet d'alimentation durable. La cohérence du projet précédent était globale. Il y avait un plan urbain, il y avait des activités dont pour un tiers de la superficie Europacity. Vous pouvez le critiquer, mais il y avait une cohérence. La ville est aussi en Île-de-France et la région ne doit pas non plus, dans le cadre de l'élaboration du nouveau schéma directeur régional, entraver les perspectives de développement de la partie sud du triangle. C'est la raison pour laquelle le Conseil communautaire vient de voter à l'unanimité un avis défavorable sous la proposition du président Pascal Loll sur le projet de SDRIF qui a été voté par le Conseil régional. Sur tous ces sujets, la clarification s'impose. Puisque la concertation du public est lancée pour modifier le périmètre de la ZAC, l'année 2024 ne pourra pas être une nouvelle année perdue. J'aborde maintenant, plus rapidement, un sujet de satisfaction et la présentation de projets et d'actions pour cette année. Nous pouvons compter aujourd'hui sur un nouveau service de police municipale, ici à Gonesse, qui totalise 28 agents en poste depuis le 1er décembre dernier, dont 14 sont des policiers municipaux placés sous l'autorité de messieurs Martins et Bourdel. C'est le retour d'une police municipale plus forte, de terrain, présente et réactive aux côtés des habitants. Des brigades de jour et de nuit sont désormais à votre écoute de 7h à 2h du matin, 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés compris. L'effectif devra être complété en fonction de nos possibilités, mais le fonctionnement que j'ai souhaité est opérationnel. Le centre de supervision urbain se renforce également avec l'arrivée d'une nouvelle responsable, Madame Samet. Nous avons budgété dès 2023 et nous poursuivons cette année pour l'aménagement d'un nouveau poste de police intégrant le CSU. Notre équipement en caméras de vidéosurveillance est en passe d'atteindre la centaine de caméras, chiffre qui sera dépassé largement au cours de l'année. Avec l'équipe municipale, nous avons placé la sécurité en tête de nos engagements avec celui de la jeunesse. C'est un effort nécessaire, mais il est tout aussi nécessaire que la police nationale puisse accomplir ses missions de sécurité publique et que dans le cadre de la stratégie locale de sécurité et de prévention, la plus grande complémentarité puisse être assurée entre nos services au bénéfice de la population. Je veux en tout cas remercier la commandante, Madame Allard, qui est excusée ce soir, mais qui est représentée, pour la qualité des relations avec la ville. C'est essentiel. Avec Betty Lavital, déléguée à la prévention de la délinquance, nous pensons que pour être efficace, une bonne politique de sécurité publique doit marcher sur ses deux jambes. La première, c'est la sanction quand elle est nécessaire. La deuxième, c'est la prévention qui est toujours indispensable. Le recrutement récent d'une nouvelle coordinatrice de la prévention de la délinquance, d'une part, et le travail important et nécessaire de nos éducateurs de prévention
Le rôle essentiel de l'agence civile, avec les permanences d'accès au droit, la présence de notre médiatrice, des Gonétiens, du conciliateur de justice, d'autre part, constitue le deuxième pilier d'une politique équilibrée de sécurité publique locale. Et l'éducation globale est au cœur de notre action depuis toujours. Clé de voûte de la réussite de nos enfants et des jeunes dans leur vie. Nous faisons déjà beaucoup. Nous ne pourrons pas faire beaucoup plus, mais nous pouvons faire mieux. C'est l'ambition du prochain plan global 0-25 ans, un projet éducatif de territoire nouvelle manière, un projet de plus grande transversalité autour de l'enfance et de la jeunesse, une redéfinition de l'approche des actions et des projets pour plus de pertinence et plus d'efficacité. Nous y travaillons avec les directions concernées et les élus engagés depuis plusieurs mois. Bobby Hyde, adjoint en charge de la jeunesse. Florent Roucan, adjoint délégué au sport. Arthur Laurie et Geneva Camara, élus délégués à la culture. Elisabeth Maillard, en charge de l'enfance et du périscolaire. Sabrina Benaïssa, en charge de la lutte contre les discriminations et de l'insertion. Et Nadège Valoise, déléguée à la vie associative et aux violences faites aux femmes. C'est un chantier prometteur pour 2024. Et nous espérons pouvoir bénéficier des financements de la politique de la ville, de l'État, puisque nous conservons pour l'essentiel nos quartiers prioritaires, comme il vient d'en être enfin décidé avec la publication officielle du décret entré en vigueur il y a une semaine. Pour autant, on peut s'impatienter avec mes adjointes, Françoise Henbel, en charge de la politique de la ville, et Corinne Quéret, en charge des transports, mais aussi de Martine Ossully, déléguée au quartier des Marronniers, mais aussi, je pense, avec les maires d'Arnouville et de Villers-le-Bel, Pascal Dole et Jean-Louis Marsac, de toujours devoir attendre le début des travaux du réaménagement du quartier de la Gare. Ce n'est pas forcément le préfet qui est en cause, hein. Là je dis, c'est complexe, mais on est tous impatients, parce qu'on y travaille depuis quand même quelques années, mes chers collègues, on est bien d'accord. Et on aimerait bien quand même et les habitants aussi, forcément, les premiers peut-être, mais avec nous, ensemble, nous souhaitons véritablement que ça puisse aboutir. Pour ce qui concerne Gonesse, nous souhaitons l'élargissement du pont de la Concorde, nécessaire de toute façon pour le passage du BHNS qui nous a été promis après la décision de ne pas réaliser le barreau ferroviaire de Gonesse. Je rappelle l'histoire quand même, il faut toujours se rappeler l'histoire, hein, comme l'a dit Marc Bloch, mais je pense qu'on peut avancer, il faut avancer résolument maintenant sur ces projets qui sont attendus pour les habitants et qui amélioreront le quotidien quand on parle de déplacement. Travailler avec et pour la jeunesse, c'est aussi compter avec les membres du service civique jeune. Vous les avez vus sur les images, et du conseil municipal des jeunes, très présents à nos côtés lors des commémorations, et pas uniquement évidemment, mais lors des commémorations aux côtés de l'élu délégué Jean-Michel Dubois et des associations d'anciens combattants. Les élus du CMJ, vous l'avez vu aussi, ont été des acteurs majeurs du débat citoyenneté et laïcité qui s'est tenu il y a quelques semaines, avec la participation de M. Leboul, proviseur du lycée René Cassin, qui, je crois, est présent parmi nous ce soir. Nous poursuivrons ces rencontres en 2024 avec des thématiques fortes pour nos rencontres de la jeunesse 2024. Situé à proximité de la médiathèque et de la Maison des Arts et faisant suite au projet initial d'une 4e maison des habitants, le chantier de la construction de la Maison des cultures urbaines dans le centre-ville débutera en 2024 et se poursuivra en 2025 sous réserve de l'obtention des financements espérés. Et le nom d'Eldorado qu'il portera fera écho au cinéma des années 20 et 30 qui est né à cet endroit. Les années 20 et 30 du XXe siècle, après l'horreur de la Première Guerre mondiale, ont été des années dignes de la modernité du premier XXe siècle. Et ce cinéma a disparu, évidemment, au début, enfin je dis évidemment, il a disparu au début de la décennie 70. À cet endroit, eh bien, nous aurons cette maison des cultures urbaines, un espace de rencontre et de création pour toutes les générations qui ont soif de culture et de modernité, un siècle après les débuts du cinéma parlant. Nous engagerons également des études de maîtrise d'œuvre de réaménagement de cette salle Jacques Brel, mise en service en 1989, avec le triple objectif de mettre aux normes le bâtiment, il en a besoin, de l'adapter pour offrir des aménagements nécessaires pour améliorer la qualité du spectacle, c'est nécessaire aussi évidemment, et d'améliorer sa fonction toujours de salle polyvalente.
Et nous achèverons, dans les premiers mois de cette année, l'étude sur la conception de l'aménagement du futur musée de société consacré à l'éducation et à la santé dans la partie historique et patrimoniale de l'hôpital. L'appellation de Musée de France lui a été attribuée au début de l'année dernière. Les conditions sont remplies pour qu'il devienne musée de l'agglomération Roissy-Pays de France, comme le stipulent ses statuts. On en discutera sans doute dans le courant de cette année, Monsieur le Président. Déjà labellisée ville active et sportive depuis plusieurs années, l'image sportive de notre commune a été renforcée en 2022 par la reconnaissance en tant que centre de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques par le comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 qui permet à notre salle d'escrime, Colette Besson, d'accueillir des délégations étrangères. Et labellisée Terre de Jeux 2024, la vie des Gonétiens sera rythmée à partir du mois de mars prochain par de nombreuses animations dans toute la ville. Le retard sur le chantier de la piscine et du gymnase de la Fauconnière, causé par la défaillance d'une entreprise, parmi les 55 000 et quelques, on a vu le chiffre publié là il y a quelques jours, entreprises qui ont dû donc mettre la clé sous la porte de notre pays, est forcément un contretemps regrettable pour la commune et pour l'agglomération Roissy-Pays de France et pour la vie sportive locale. La piscine devait être mise en effet en service là, en 2024, à la rentrée de septembre. Il faudra attendre probablement les débuts de 2025. Et après les chantiers sportifs, les chantiers culturels, les chantiers urbains sont également importants, avec le début du chantier qui va transformer la partie basse de la rue Gérald Leclerc dans une approche qui consiste à réhabiliter l'habitat ancien à chaque fois que c'est faisable et à renouveler le bâti trop dégradé en construisant du neuf, et sa partie haute à l'angle de la rue Bernard-Février, très dégradée, en retenant l'option de la reconstruction. Christian Corot, adjoint à l'urbanisme, a beaucoup œuvré pour la conception de ce projet d'importance et nous parvenons à la phase de démarrage des travaux avec le groupe I3F dans les prochains jours pour le site de l'angle Leclerc-Février. Démolition d'abord, ensuite l'intervention des archéologues de l'archéologie préventive en raison de la proximité immédiate de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, elle-même en chantier, et qui le sera jusqu'à la fin 2025 et fin juin de l'année 2024. Les démolitions commenceront dans la partie basse de la rue Gérald Leclerc. Gonesse fait partie du programme national Cœur de Ville, pour lequel nous sommes en attente de la décision du renouvellement que nous souhaitons. Nous l'espérons. D'autres projets parviennent à maturité, des chantiers nouveaux sont attendus. Le projet urbain de la friche hospitalière, important projet, connaît les difficultés de la conjoncture à l'égal d'autres, mais en plus le coût de la démolition de l'ancien hôpital, 8,5 millions d'euros, financé, porté pour l'instant par l'EPFIF, l'établissement public foncier d'Île-de-France, demeure aujourd'hui une pierre d'achoppement non encore réglée avec le groupe Pichet, lauréat du projet. Il faudra rapidement s'attacher à trouver la réponse qui devra passer par la tenue d'une promesse qui avait été faite lors de l'inauguration du nouvel hôpital avec une subvention qui n'est pas à la hauteur de ce qu'aujourd'hui le plan vert a permis en faveur du groupe Pichet qui avait déposé un dossier. Enfin, la lutte contre l'habitat indigne, je sais que vous y êtes très attaché, Monsieur le Préfet, comme nous. Engagé depuis longtemps, va ici redoubler d'efforts avec un plan d'action associant le renforcement de l'action administrative interservices de repérage, de contrôle et de traitement, y compris bien sûr dans ses aspects coercitifs. L'action que nous menons pour réhabiliter l'habitat ancien et renouveler l'habitat devenu trop dégradé ne peut trouver sa cohérence si dans le même temps l'action résolue contre l'habitat indigne n'était pas conduite. En dépit des contraintes et des difficultés de tous ordres, et évidemment, il fallait le temps d'expliquer tout ça. J'arrive quand même, je vous rassure, à la fin avec un moment heureux parce que dans la vie municipale, il y a aussi de belles occasions de se réjouir. Et je voudrais terminer par ça. Karim Ezzedine est un jeune basketteur de niveau international de 26 ans, connu peut-être pas de tous ici, mais de beaucoup, qui a vécu son enfance et son adolescence dans le quartier de la Fauconnière, que sa famille habite toujours. Il fait partie aujourd'hui de l'équipe nationale du Liban. C'est un joueur international de basket. Et en août dernier,
je découvre un article dans un magazine réputé de basket traitant du parcours d'un jeune Gonessien qui explique avoir eu la chance d'être entendu par le maire de sa ville quand il demanda, jeune garçon, il a donc 26 ans, et le maire, c'était moi, la construction d'un terrain de basket au quartier de la Fauconnière. Et après avoir lu cet article, évidemment qui m'a, je le dirais, ému, nous nous sommes rencontrés. Malheureusement, il n'était pas disponible ce soir, du fait de ses obligations internationales de joueur de basket, mais il se joindra à nous lors des actions JO 2024, donc dans les mois à venir. C'est la promesse qu'il m'a faite, et il estime finalement, il n'aurait pas peut-être pris cette voie qui était la sienne si elle n'avait pas été ouverte par la mairie. C'est lui qui le dit. Voici, tout simplement, c'est ça ma réflexion, notre rôle au quotidien, nous, les élus, parfois invisibles, parfois applaudis, souvent, en tout cas aussi parfois critiqués, mais toujours finalement essentiels. C'est ce qui nous anime. Et avec Florent Aucan et Bobby Vide, les élus en charge des sports et de la jeunesse, avec vous, nous partagerons avec lui un de nos moments heureux de 2024. C'est la promesse que nous devons nous faire. Toutes nos actions, toutes nos réalisations ne seraient pas possibles sans l'engagement professionnel de notre personnel communal, que je veux remercier sincèrement devant vous, avec celles qui sont en charge directement de ces missions. Françoise Henbel en charge des ressources humaines et Ouisa Kelef qui s'attache à l'amélioration des conditions de travail. Évidemment, la direction générale des services et les directions et les chefs de service, et directeurs et directrices. Et c'est précisément par cela que je veux terminer, symboliquement, en remettant 2 médailles de la ville. Et j'appelle à me rejoindre Christian Corot, Claude Tibi, Françoise Henbel, c'est pas eux qui vont recevoir les médailles, mais ensemble, nous allons remettre la médaille de la ville à 2 précieuses collaboratrices qui ont cru devoir prendre leur retraite. Sylvie Praden et Catherine Guillemard-Guérin. Sur vos applaudissements. Alors, Madame Praden, que j'appelle Sylvie souvent, Oui. a d'abord été une collaboratrice du député. C'est cela, oui. Dans ma permanence, qui était à Goussainville. Oui, en 2002. En 2002, tu peux effectivement, 2002, et ensuite qui est devenue une collaboratrice du maire à partir de 2005. Oui. Fidèle d'abord, parce qu'on ne peut pas être collaborateur du maire, c'est-à-dire au cabinet du maire, direct, hein. Oui, tout à fait, oui. Sans fidélité, mais fidélité dans le temps, c'est ça que je voulais dire. En octobre, Et, 2020, oui. c'est-à-dire entre 2005 pour la mairie, hein, et aujourd'hui, c'est pas tout à fait 20 ans, mais si presque. on ajoute la collaboration parlementaire, ça fait les 20 ans. Ça fait les 20 ans. Bien, donc voilà, elle a pris sa retraite, on a déjà fait tout ce qu'il fallait en dehors d'ici, mais voilà, c'est très symbolique de pouvoir simplement remettre, et devant vous, à l'occasion solennelle des vœux, eh bien, la médaille, alors oui, merci. La médaille de la ville, c'est symbolique, mais j'y tenais particulièrement. Merci encore, Sylvie. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez lui faire la bise aussi. Hein. Alors, après le cabinet du maire, avec Catherine Guillemard-Guérin, c'est une importante direction de la ville, la direction de l'aménagement urbain, qui
donc, que vous avez assuré la direction, mais d'abord, on va pas, si on ne rappelle pas toute votre carrière, puisqu'on ne va pas refaire le discours de l'autre jour, d'abord, elle était longue, c'est sûr, et plus, et même, c'est toute votre carrière, parce que vous avez commencé à Gonesse, et d'abord pas, je dirais, vous avez gravi tous les échelons, et donc, comment ? J'ai commencé à Arnouville avec Pascal Dole, Et elle a travaillé d'abord à Arnouville. qui était tout jeune élu. Mais ça remonte à une époque quand même là ancienne. C'était au début. C'est une Gonessienne. Vous avez habité la Fauconnière. Oui. Et puis vous avez habité longuement Gonesse, d'une famille gonessienne. Bon, donc, mais c'est bien de rappeler que vous avez d'abord travaillé à Arnouville. Comme ça, donc le maire d'Arnouville est satisfait. Voilà. Bon. Et donc, très symboliquement aussi, alors que vous avez partez en retraite maintenant, mais une retraite bien méritée, vous l'avez compris, eh bien, devant l'assistance, je vous remets symboliquement cette médaille. Merci beaucoup, de la- monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci de poser le pour votre année, C'est pas grave, mais je peux remettre quand même les médailles, vous les remarquez avec un poignet, ça fonctionne quand même. Merci pour toutes les années. Alors, vous pouvez rester, je conclus, en un mot, avant de vous inviter à prendre le verre de l'amitié. Ensemble, vous l'avez compris, nous travaillons à faire vivre notre ville au présent. Ensemble, nous y préparons l'avenir que nous souhaitons le meilleur possible. Alors, 1944-2024, contribuons ensemble à faire de 2024 l'année du début d'un nouveau printemps pour Gonesse et pour la France.